Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour cette seconde séance de séminaire, je vous rappelle encore une fois que des séminaires, j'appelle séminaires, et c'est dans la tradition de la maison, des études un peu plus poussées sur certains aspects qui ont déjà été évoqués au cours du cours, pendant le cours, et qui me permettent de rejoindre les deux bouts, en quelque sorte, les généralités, le contexte général que je vous présente, la synthèse que j'essaye de vous proposer pendant mes cours, avec des recherches personnelles plus poussées qui portent sur des cas particuliers. La dernière fois, nous avons vu un peu, je vais utiliser une métaphore facile puisque nous avons parlé de médailles et de décorations, nous avons vu l'avers de la médaille, le côté positif, enfin positif, entre guillemets, du règne d'Abdulhamid, c'est-à-dire la capacité de ce souverain qui, encore une fois, je vous le rappelle, est un souverain qui insiste pour non seulement régner, mais aussi gouverner, la capacité de ce souverain à manipuler un instrument symbolique récent, d'invention récente, puisque les Ottomans n'avaient que quelques décennies de pratique derrière eux lorsqu'il a accédé au trône, en ce qui concerne la pratique des décorations, et la manière dont il l'avait utilisé, la manière dont il avait même fait preuve de créativité en inventant des ordres des médailles qui étaient, pour ce qui est de leur fonction, pour ce qui était de leur public, était exceptionnelle, était vraiment innovatrice. Ce qui prouve une part de génie, et je pense qu'il faut reconnaître à Abdulhamid II un certain génie, une certaine capacité à gouverner, à mener les affaires de l'État, avec une intuition, surtout, puisqu'il n'a pas vraiment d'éducation, une intuition qui est remarquable. Mais une intuition qui est aussi dévoyée par ses ambitions d'autocrate, par la facilité avec laquelle il met l'idéologie, la religion au service de ses propres intérêts, la facilité avec laquelle il manipule les masses et polarise la population, notamment entre musulmans et chrétiens, et on en a vu le résultat déjà pour ce qui concerne la population arménienne qui sera, pendant les années 90, victime d'une persécution, d'une oppression, de massacres, de pogroms répétés et extrêmement violents. C'est d'ailleurs l'un de ces pogroms, l'un de ces massacres que je voudrais étudier aujourd'hui, un cas d'étude, encore une fois, où l'objectif premier, j'en reparlerai, n'est pas vraiment d'établir la vérité sur les faits de 1896. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de raison pour remettre en question la vérité du massacre, mais c'est un exercice d'historien pour essayer de comprendre comment fonctionne ce massacre, quelles ont été les dynamiques derrière ce massacre, et surtout, comment l'historien peut éventuellement, dans une situation de silence documentaire, je pense notamment au côté ottoman, comment un historien peut tenter d'utiliser le peu de documentation qui existe, et une documentation à caractère extrêmement biaisé, distordu, manipulé. Comment peut-on utiliser cette documentation pour, entre guillemets, prouver l'existence de ce massacre? Donc, faire parler, contre leur gré, des documents émanant des archives ottomanes. C'est en gros l'objectif premier de cette démonstration, de cet exercice auquel je vous invite aujourd'hui. Permettez-moi de vous rappeler que nous aurons un troisième séminaire ce vendredi,
aux mêmes horaires, donc à 11h, de 11h à midi et demi, un séminaire qui est un peu exceptionnel puisque j'aurai un invité. Et cet invité n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'Orhan Pamuk, le romancier, l'auteur turc bien connu, nobelisé, dont Les Nuits de la peste, le dernier ouvrage, vient de paraître dans sa version française chez Gallimard en mars de cette année. Et c'est dans ce contexte-là que je l'invite, puisque je voudrais discuter avec lui, bien sûr, de la période amidienne, puisque l'histoire, le récit des Nuits de la Peste, les Nuits de la Peste se déroulent aux alentours de 1900, donc en plein dans la gloire, en quelque sorte, au fait de la puissance d'Abdülhamid, même si cela ne se passe pas à Istanbul même, mais en périphérie, dans une île imaginaire, mais que l'on peut situer à peu près au sud du Dodécanèse. Donc, parler de ce qui m'intéresse, de ce qui nous a intéressé cette année, la période amidienne, mais aussi parler d'histoire et de fiction, d'histoire et d'histoire. J'aime beaucoup l'ambiguïté que propose la langue française en utilisant le même terme pour décrire la discipline qui se veut scientifique, ça on peut en discuter longuement, mais en tout cas qui a une méthode scientifique et qui tente d'introduire une part d'objectivité dans la narration, dans le récit des événements passés. Et puis, histoire, voire même histoire au pluriel, ce que l'on raconte, ce qui peut prendre la forme d'un simple conte, d'une simple histoire, mais aussi d'un roman, et à plus forte raison d'un roman historique. Et le roman historique, à moi, me paraît extrêmement intéressant, de par ses recoupements et ses différences avec l'histoire que je pratique. Je n'ai jamais eu de velléité de romancier, je n'ai jamais pensé avoir le don, la capacité d'inventer une bonne histoire, parce que d'après tout, c'est ça d'être romancier. Mais en revanche, j'ai toujours été fasciné par le rapport entre fiction et histoire et la manière dont, évidemment, le roman historique se nourrit de l'histoire, mais aussi les manières dont l'historien peut se nourrir du roman historique s'il est bien écrit, s'il correspond à l'attente d'un historien, notamment en ce qui concerne le fait de combler les vides que la documentation de type traditionnel ne vous fournit pas. Essayez de voir si l'imagination d'un auteur connaissant, maîtrisant bien la période en question, pourrait contribuer à une meilleure compréhension, à une meilleure réflexion sur un certain phénomène historique, une certaine période historique. Donc, notre conversation tournera autour de ces thèmes. Je lui poserai des questions et, je l'espère, il y répondra. Alors, un problème purement pratique, Orhan Pamuk n'est pas francophone, ce qui nous oblige à utiliser le truchement, mot d'origine arabe, tarjuman, n'est-ce pas, traducteur, le truchement d'interprètes de conférences, c'est-à-dire des interprètes qui font de la traduction simultanée. Par conséquent, pour ceux d'entre vous que l'anglais importune, ou enfin, pour qui l'anglais n'est pas excessivement agréable, disons, vous aurez la possibilité de vous casquer et d'écouter en direct donc, la traduction vers le français
des commentaires d'Orhan Pamuk. Les casques seront distribués à l'entrée, donc vous n'avez aucune raison de ne pas venir, n'est-ce pas? En gros, faites-moi plaisir, faites-lui plaisir. C'est un invité qui nous vient de loin, donc je serais ravi de vous voir nombreux lors de cette conversation. Et bien sûr, la traduction vaut aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si il devait y avoir des commentaires en français, ils seront traduits en anglais pour le bénéfice d'Orhan Pamuk. Donc, grâce à ce système, je pense que nous aurons une séance fluide de conversation, de discussion, de réflexion sur des sujets qui nous sont communs et qui nous intéressent tous, l'histoire en tant que discipline, le roman historique en tant que genre, et le sujet historique que nous avons traité cette année dans le cadre de mon cours. Voilà, donc le 15 avril, vendredi 15 avril, 11h, ici même, au plaisir de vous y revoir. J'en viens donc à mon séminaire, mon second séminaire. Je vous le disais, c'est un cas d'étude qui va porter sur un cas particulier, un cas extrêmement circonscrit dans le temps. Nous parlons vraiment de 3 journées sanglantes, 2 et demi, si vous voulez, qui entourent un événement qui semble avoir provoqué cette violence, la prise de la Banque ottomane, la prise du siège central de la Banque impériale ottomane, située à Galata, dans le cœur du quartier des affaires de Constantinople, d'Istanbul, un bâtiment qui existe toujours et qui représente en quelque sorte la présence financière du capitalisme, voire même de l'impérialisme occidental. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la rue des Banques à Istanbul et connaissent ce bâtiment prestigieux qui a été bâti en 1892, inauguré en 1892 par un architecte français, Alexandre Vallori, en 1892, donc c'est un bâtiment très intéressant puisque ayant beaucoup travaillé sur la Banque impériale ottomane, je me suis intéressé à pratiquement tous les aspects de la culture, de la représentation de cette banque. Et ce bâtiment, il a une façade qui donne sur la rue, qui donne donc sur le nord, sur la partie la plus active de la ville, du quartier financier, qui est dans un style néoclassique, baroblique, néo-renaissance. Un bâtiment de banque, quoi, comme on les bâtissait dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais la façade sud, celle qui donne sur la Corne d'Or, celle qui se voit depuis la Corne d'Or et depuis la vieille ville, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle Stamboul, c'est une façade orientalisante. C'est-à-dire qu'elle utilise des éléments architecturaux, des auvents, des courbes, qui sont assez typiques de l'architecture orientaliste, sans aller jusqu'à imiter le style mauresque de l'Alhambra, etc. Mais discrètement, c'est un bâtiment qui, au nord, parle et se présente en tant qu'institution occidentale, et au sud se présente présente une façade orientale. C'est une manière de jouer un peu avec la situation entre deux de cette institution, puisque c'est une institution qui représente l'État ottoman, c'est une banque d'État, mais c'est aussi une banque privée. Et une banque privée dont les capitaux sont divisés, sont partagés, en gros, entre la France et la Grande-Bretagne. Et quand je dis la France et la Grande-Bretagne, je ne parle pas des gouvernements, ce n'est pas une intervention financière des gouvernements, mais des petits porteurs, des investisseurs, des spéculateurs, la bourse.
C'est une banque dont les valeurs sont cotées en bourse et qui se porte assez bien parce que c'est une banque qui fait de très bonnes affaires. Elle a un monopole de fait sur l'émission de banknotes, elle a un monopole de fait sur l'encaissement de certains revenus du gouvernement. C'est une banque d'État avec un petit accent colonial. Un petit accent colonial, puisqu'elle navigue un peu les deux eaux, celle de l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman lui-même étant, en particulier depuis 1881, plus ou moins embourbé dans les finances occidentales et dans l'impérialisme occidental, étant plus ou moins colonialisé, plus ou moins quasi-colonisé, il est évident que la banque elle-même reflète un peu cette ambiguïté de représenter à la fois les intérêts de l'Empire, mais aussi et surtout les intérêts des porteurs, c'est-à-dire des détenteurs des capitaux. D'ailleurs, elle est dirigée par deux comités, l'un à Paris, l'autre à Londres, et à Istanbul, vous n'avez qu'une direction générale qui ne fait qu'appliquer les mesures qui sont décidées, la politique qui est décidée à Londres et à Paris. Et pour ajouter un peu à ce symbolisme et au sens de cette institution, il faut savoir que le bâtiment, c'est un bâtiment assez imposant, il est en fait divisé en deux. À droite, ou du côté est, vous avez la Banque impériale ottomane, le siège central, et la partie gauche, ou la partie ouest, identique, est occupée par l'administration de la régie cointéressée des tabacs, qui est une des principales participations de la dette publique ottomane. Donc, vous voyez comment cette institution, mais aussi ce bâtiment, par sa modernité, par sa visibilité, par son symbolisme, par son association avec la dette publique, avec la régie des tabacs, etc., s'impose sur la scène architecturale et urbaine d'Istanbul. Et par conséquent, le fait que les événements aient commencé avec la prise de ce bâtiment par un comité révolutionnaire arménien n'est pas innocent, ce n'est pas un hasard. Donc, nous parlons de massacre. Je vous montrerai au courant de la présentation, nous n'avons pas d'image du massacre. Nous sommes encore à une époque où la photographie de l'immédiat, la photographie de l'événement est encore très limitée. Et par conséquent, la plupart des revues illustrées, de la presse illustrée, va avoir recours à une méthode, un moyen que j'ai souvent décrit et décortiqué, celui de l'illustration. Alors l'illustration, c'est tout simplement une scène imaginaire qui est rendue sur la base soit de bribes d'images qui sont recueillies à droite et à gauche, notamment pour ce qui est de recréer le fond du décor, des bâtiments, etc. Ils se servent de photos. Mais pour ce qui est de la scène d'événements qu'il est en général très difficile de capter immédiatement photographiquement, c'est l'imaginaire de l'illustrateur qui va se nourrir des témoignages de ce qui apparaît dans la presse pour en tirer une image vraisemblable, ou alors une image aguichante. C'est le problème de ces illustrations. Parfois, il faut, d'un certain point de vue, faire confiance à l'illustrateur et savoir qu'il est en train de rendre plus ou moins fidèlement son impression d'une information qu'il a reçue textuellement, mais il faut savoir que dans bien des cas, et on en verra, c'est de la pure fantaisie, avec l'objectif premier, non pas d'informer le public, c'est-à-dire de lui fournir une documentation précise, mais de plaire au public,
de remplir en quelque sorte l'attente, de répondre à l'attente du public, et cela dans des scènes entre guillemets tragiques, c'est quelque chose qui est souvent qui conduit souvent à des images excessives. Vous en voyez une ici, et vous voyez aussi la légende de cette image. Cette image est tirée de l'Illustrated London News, qui est le plus grand magazine illustré, le plus grand journal illustré de l'époque, d'ailleurs le premier à avoir vu le jour en 1842, si je ne me trompe, qui parle des révoltes à Istanbul, le massacre des Arméniens par la police, les Softas et les Kurdes. Et vous comprenez bien que là, l'illustrateur veut vous donner une sorte de vision synoptique des trois éléments qui, à travers divers témoignages, semblent avoir été engagés dans ce pogrom, dans ce massacre. Pas forcément ensemble, mais justement, le défi pour l'illustrateur, c'est d'essayer de donner un maximum d'informations et, si possible, de représenter sur une même image à la fois des représentants des forces de l'ordre et les autres, c'est-à-dire les Softas que nous connaissons depuis les années 1875-76, c'est-à-dire ces étudiants en théologie qui sont souvent assez mobiles et excitables parce que d'abord ils n'ont pas d'emploi fixe et qu'ils sont politisés, ouverts à toutes sortes d'influences politiques et notamment à l'influence de l'islamisme montant de la période hamidienne. Donc, ils sont particulièrement, entre guillemets, dangereux, particulièrement mobiles. Et puis, des Kurdes. Alors, bien sûr, l'avantage, c'est que pour un public occidental, en l'occurrence londonien, un Kurde ou un Softa, c'est, comme on dirait, kiff-kiff. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous montrez un individu barbu, vêtu de quelques costumes orientaux et brandissant une matraque, un gourdin, un sabre de préférence, vous avez l'archétype en quelque sorte de l'oriental violent qui peut correspondre à toutes les catégories que l'on peut imaginer, turcs, kurdes, voire même des chrétiens quand il s'agit de l'Anatolie orientale, puisqu'on sait que le costume différait assez peu d'une communauté à l'autre. Donc, une image, et en plus, cette image, je ne l'ai pas tirée de 1896, mais de 1895. Pour des raisons diverses et variées, les événements de 1895 que nous avons discutés, je crois, le 4 janvier, le 4 février passé, pendant mon cours, sont un peu le déclic de la violence en Anatolie et à Istanbul. En 1895, ce sont des manifestations arméniennes à Istanbul même qui vont provoquer des massacres, qui vont provoquer des menaces de la part des grandes puissances. Et ces menaces vont se traduire par la soumission, en quelque sorte, d'Abdulhamid à cette pression internationale, et il va céder sur un des points essentiels qui constituait le noyau dur des revendications arméniennes, c'est-à-dire l'autonomie et les réformes, surtout les réformes dans ce qu'on appelle les 6 provinces d'Anatolie. Les 6 provinces qui sont, et vous vous en souviendrez probablement, qui ont la particularité d'avoir une forte représentation de la population arménienne. Pas vraiment majoritaire, sauf dans le cas d'une des provinces, mais très forte, ce qui justifierait l'établissement d'un système d'exception qui reconnaîtrait l'importance de cet élément ethnico-religieux et qui permettrait à des
membres de cette communauté de participer à la gestion, à l'administration, à la protection de ces provinces. Donc, une sorte de base pour une auto-administration, ou du moins une participation à l'administration qui pourrait, à long terme, se développer en autonomie partielle. Vous vous souviendrez peut-être que les événements de Constantinople même et la réaction du sultan sont à l'origine des violences qui auront lieu dans la suite, dans les jours qui suivent cet événement en Anatolie orientale, justement dans cette région qui est dominée par les 6 vilayets, les 6 provinces dont je parlais. Et ce que j'avais représenté sur cette carte, ce sont, avec les dates des événements, les explosions de violence, les massacres envers la population arménienne, et dans le cas de Van, de Sassoun et de Zeytoun, les quelques points de résistance où les Arméniens ont une forme de supériorité et peuvent s'organiser et résister pendant quelque temps aux assauts de la troupe. Si vous regardez un peu les dates, 27, 30, 27, 25, c'est vraiment ce qu'on appellerait une traînée de poudre. Une traînée de poudre de ville en ville, et quand on sait quand même que ces villes ne sont pas excessivement bien connectées, il n'y a pas de chemin de fer, même le télégraphe est assez déficient, cela vous donne une idée de la puissance de la communication de bouche à oreille des informations provenant d'Istanbul, puisque ce qui provoque cette traînée de poudre, c'est la grande peur de la population musulmane de voir les réformes promises par Abdulhamid résulter en déboucher sur une autonomie de cette région sous forme d'Arménie, voire même une indépendance, et par conséquent l'expulsion des populations musulmanes de ces terres vers le reste de l'Anatolie ou vers la Syrie. En fait, une répétition de l'événement traumatisant de l'expulsion des musulmans des Balkans après la défaite de 1878. Vous savez, vous vous souviendrez qu'en 1878, la défaite aux mains des Russes est quelque chose qui va complètement modifier la géopolitique et la démographie des Balkans, et une grande partie de la population musulmane va être obligée à plier bagages et à s'exiler en Anatolie, se réfugier en Anatolie. C'est quelque chose qui est crucial, qui est fondamental dans la redéfinition de l'Empire sous Abdulhamid. Cette modification démographique, le passage en quelque sorte de la proportion des musulmans d'environ 50% de la population de l'Empire à environ 75%, avec l'autonomie et l'indépendance de bien des terres balkaniques et par conséquent la perte de population chrétienne et la concentration de population musulmane en Anatolie, tout cela va complètement modifier la démographie de l'Empire et la rendre encore plus propice à la propagande islamiste du sultan Abdulhamid. C'est cette situation, c'est le traumatisme et cette situation de fait que Abdulhamid utilise pour polariser, pour provoquer des réactions auprès des musulmans et pour se nourrir en quelque sorte de leur peur de se voir dépossédés par de nouvelles pertes territoriales. Par conséquent, cette traînée de poudre, c'est une sorte de réaction extrêmement violente qui, en gros,
marque le début d'un équilibre qui, idéologiquement, mentalement, politiquement, est très important et explique en grande partie la suite des événements, y compris le génocide des Arméniens à partir de 1915. Et cette transformation, c'est en gros cette notion de c'est nous ou eux. C'est quelque chose qui n'existe pas précédemment. Vous vous souviendrez toujours que les musulmans, à tort ou à raison, sont très confortablement installés dans la croyance qu'ils sont supérieurs aux autres et que l'État a priori sert leurs intérêts, les représente, et par conséquent, lorsque des tentatives sont faites pour établir une égalité entre les communautés religieuses en 1856, c'est très très mal pris par la population musulmane qui y voit une forme de lèse-majesté, une forme de destruction de l'équilibre naturel qui les placerait au sommet de la pyramide sociale, culturelle, religieuse, politique de l'Empire. Donc, 56 à 76, un malaise. Mais après 76, et notamment après la défaite de 78, ce malaise commence à se traduire par un véritable sentiment de panique, puisque les événements de Bulgarie, les événements de Serbie, les événements des Balkans, en quelque sorte confirment les musulmans dans leur peur de voir une inversion de l'ordre normal des choses, et par conséquent les soumet à un nouveau sentiment, celui de la peur d'être destitué, de la peur d'être chassé, de la peur d'être dépassé, et par conséquent, ce qui à l'époque était une supériorité qui se traduisait par exemple par des massacres sporadiques, lorsque une communauté se révolter contre l'autorité. On envoyait les janissaires à une époque, on envoyait les bachibozouks, on envoyait l'armée, on avait un massacre punitif. C'est un peu comme cela qu'il faut comprendre, par exemple, les massacres de Kyo. C'est un massacre ponctuel et tout en étant un massacre. Hein, je veux dire, je ne suis pas en train de minimiser le côté horrible de la chose. On parle de 80 000 morts, c'est vraiment un massacre. Mais, cela étant dit, c'est un massacre qui ne déborde pas sur d'autres régions de l'Empire et qui ne justifierait pas, par exemple, la répétition d'un tel exercice de violence contre des communautés grecques à Trébizonde ou à Césarée, à Kayseri, etc. Il y a un contexte particulier, donc ce sont des représailles, des massacres de représailles. Et ils sont nourris, bien sûr, par cette idée que les perpétrateurs de ces massacres sont dans le droit parce qu'ils sont supérieurs et parce que ceux qui devraient être soumis à leur autorité, c'est-à-dire les zimmis, les chrétiens tributaires, ont manqué à leur acte de soumission, ont trahi le pacte qui leur garantissait la vie sauve et par conséquent méritent une leçon. Et cette leçon peut être très violente. Mais elle ne va pas jusqu'à la logique de c'est nous ou c'est eux. Après les massacres, on revient à une situation plus ou moins normale, on rétablit dans la hiérarchie, on rétablit les relations entre les communautés. Mais là, les choses ont changé, ou du moins elles commencent à changer. C'est-à-dire que quand vous avez un état d'esprit qui vous dit que si les Arméniens acquièrent autonomie, liberté, représentation, réforme, ils vont finir par me chasser, là, ça n'est plus simplement un acte de rébellion, c'est un acte qui peut aller jusqu'à l'exclusion des musulmans et qui, par conséquent, est une question de vie ou de mort. Et c'est exactement ce ferment-là qu'il faut pour passer de massacres, de représailles à des massacres systématiques et éventuellement à la notion
de génocide. Donc, ce tournant est important et par conséquent, les événements de 1896, s'inscrivent dans cette logique, dans l'après-95, c'est-à-dire l'après-révolte de Constantinople, maté dans le sang, dans la violence, et traînée de poudre en Anatolie, où là aussi, de véritables hécatombes sont réalisées par une combinaison très meurtrière de la population musulmane, turque, kurde, et bien sûr la participation, ou du moins la neutralité sympathique des forces de l'ordre. C'est la formule même d'un massacre systématisé. Donc, 1896, le 26 août, voici ce que nous savons de cet événement. Je dis toujours à mes étudiants que si vous avez une réponse précise à une question en histoire, c'est que la question était bête, qu'elle était simple. Enfin, bête, pas dans le sens d'inutile, mais simple. Si vous pouvez effectivement donner une réponse nette et précise à quelque chose, c'est que cette réponse tient à des éléments factuels, tels l'heure, la date, la location, etc. Et là, effectivement, j'ai une sorte de liste bête et méchante des événements du 26 et du 27 août 1896, qui débute donc à 13h avec l'assaut de la Banque impériale ottomane par un commando de 26 hommes du parti Dashnak-Soutyoun, donc des Arméniens qui appartiennent à la seconde formation politique après les Hinchakistes, les Dashnak-Soutyoun, qui sont partisans d'une révolution dure, beaucoup plus que les Hinchaks qui veulent collaborer avec les éléments de l'opposition des autres communautés et notamment des musulmans, qui investissent le siège central de la Banque impériale ottomane. Une réussite, ils abattent 2 portiers, 4 gendarmes, et ils investissent les lieux. À 15h, bien sûr, ils tirent du haut des étages de la banque, ils tirent par les fenêtres sur la troupe qui les encercle. À 15h, ils acceptent d'envoyer Gaston Auboineau, qui est sous-directeur de la Banque ottomane, un sujet français, de l'envoyer au palais pour parlementer. À 16h, les ambassades reçoivent une lettre du comité, une lettre qui avait été préparée la veille et qui énonçait les conditions, les revendications. Et en gros, les revendications, c'est celles de 1895. Il s'agit d'accepter ce que Abdulhamid avait accepté l'année précédente, mais jamais réalisé, accepter les réformes, accepter la mise en place des réformes et de la représentation des Arméniens dans la gestion du quotidien de ces provinces. À 16h15, Auboineau se rend au palais, le palais de Yıldız, ce fameux palais en haut de cette colline à Beşiktaş où règne et gouverne Abdulhamid, où il se réfugie aussi, puisque, nous le savons, il ne bouge pas beaucoup. À 18h, Sir Edgar Vincent, qui est le directeur général de la Banque ottomane, un financier britannique, un spéculateur de premier ordre, qui arrive lui aussi au palais de Yıldız. Il avait réussi à quitter les lieux avant Auboineau. Et les pourparlers s'engagent avec le palais pour essayer de trouver une solution à cette crise. Le principal acteur, en dehors des représentants de la Banque impériale ottomane, c'est Maximov, le droguement interprète
de l'ambassade de Russie. Et à 22 heures, on arrive à un accord. Le palais accepte de rendre la liberté aux assaillants et de les laisser quitter le pays sans être inquiétés. Donc une forme d'amnistie, à condition qu'ils rendent leurs armes, leurs munitions. Et c'est effectivement ce qui se passe au petit matin, à 1 heure du matin, et les responsables de la banque ottomane les accompagnent, les 24 survivants du comité, jusqu'au yacht de la banque impériale ottomane, le Gulnar. À 10 heures, les ambassadeurs, les autres ambassadeurs, puisque ce n'est que l'ambassade de Russie qui a été présente lors de ces pourparlers, les autres ambassadeurs entérinent la décision de leur donner un sauf-conduit et de les laisser quitter le pays. Et à 17 heures, le lendemain, le commando quitte Istanbul sur un navire des messageries maritimes, le Gironde, et vont à Marseille. Donc, la crise en elle-même est réglée en 1 journée et demie, à peu près. Et elle est réglée de manière assez surprenante, avec quand même une certaine soumission d'Abdulhamid à des conditions qui sont, pour le moins, dures à accepter. C'est-à-dire que des assaillants, des anarchistes, c'est ce qu'on appelle des anarchistes à l'époque, aujourd'hui on aurait dit des terroristes, s'attaquent à une institution, la prennent d'assaut, l'occupent, et ensuite on les laisse partir, sans la moindre incarcération, interpellation. Seulement, la crise ne se résume pas à ça, puisque le véritable noyau dur de cet événement, ça n'est pas la crise de la banque en elle-même, mais c'est ce qui se passe juste après, immédiatement après, et pendant 2 jours dans les rues de Constantinople. C'est un massacre. C'est-à-dire que la population se lance sur les civils arméniens et se met à les massacrer de manière plus ou moins systématique. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de remettre en question ou d'examiner l'horaire de la crise au sein de la Banque impériale ottomane, mais de revoir un peu quels sont les points forts, les arguments forts qui ont été avancés pour définir la nature des événements qui suivirent cette agression de la Banque ottomane. Alors, premier point, le massacre était sinon commandité, du moins voulu par la politique du sultan Abdulhamid, pour qui la prise de la banque constitua un prétexte. Donc c'est Abdulhamid, en quelque sorte, c'est l'argument que les massacres ne sont pas vraiment spontanés, qu'ils ont été planifié par Abdulhamid pour essayer de réaliser ce qui est sa politique, selon beaucoup, selon Victor Bérard, par exemple, quand il parle de la politique du sultan, c'est-à-dire de terroriser la population arménienne, c'est-à-dire lui inciter une peur qui va la décider à abandonner toute velléité d'autonomie, de réforme et d'indépendance. Deuxième point, le massacre prit la forme de tueries systématiques de la population arménienne par les habitants musulmans de la ville, armés de gourdins. Retenez les gourdins. Toutefois, ces gourdins, de fabrication régulière et standardisée, leur furent distribués dans les commissariats de police. Donc, implication des forces de l'ordre qui nourrissent en quelque sorte les massacreurs. La violence populaire, troisième point, prit fin au bout de 2 jours, comme par enchantement, comme elle avait démarré, c'est-à-dire par la confiscation des gourdins et l'intimation de l'ordre de cesser le massacre. Si c'est vrai, c'est effectivement une preuve flagrante du fait qu'il y a manipulation, volonté politique derrière ces événements.
Le massacre ne prit pour cible que les Arméniens, et parmi ceux-ci uniquement les mâles adultes, épargnant généralement les femmes et les enfants. Encore une fois, une observation générale qui est confirmée par bien des sources et qui, en quelque sorte, rappelle que les massacres, même en fin du XIXe siècle, voire même pendant le génocide des Arméniens pendant la Grande Guerre, les massacres conservent un élément traditionnel qui est celui d'épargner les femmes et les enfants, et pas uniquement et surtout pas par excès d'humanité, mais simplement parce que les femmes et les enfants sont recyclables. Ils sont recyclables par la servitude, par l'esclavage, par la vente, etc. C'est quelque chose que l'on connaît bien dans les traditions, dans les massacres traditionnels. Chios est un des exemples typique. On sait que nombre d'enfants et de femmes furent capturés par les Bashibozuk, par l'armée irrégulière, et fut ensuite revendiqué, et certaines sources disent que le prix des esclaves à Istanbul avait soudain chuté du fait de ce flot de nouveaux arrivés. Et nous connaissons bien des exemples, je vous ai probablement donné l'exemple du père d'Osman Hamdi Bey, peintre, muséologue, etc., qui était un rescapé du massacre de Chios, et qui a été recyclé dans un esclavage qui l'a mené jusqu'aux plus hautes fonctions de l'Empire. Il a été grand vizir. Il ne faut naturellement pas fantasmer sur cet exemple. C'est un exemple qui constitue l'exception de beaucoup de recyclage qui finit soit dans la servitude domestique, soit dans les harems. Enfin, le nombre des victimes. Les victimes se comptent par milliers, atteignant jusqu'à 8000 morts selon certaines sources. Mais là, vraiment, on n'a rien de concret. Ça va de 2000 à 8000, et par conséquent, et je pense qu'il est impossible aujourd'hui de vraiment atteindre avec certitude un chiffre. Et je pense que, passé un certain cap, les chiffres n'ont plus d'importance. Et que par conséquent, une discussion de la violence sur la base de chiffres avec un sous-texte qui prétendrait qu'au-delà d'une certaine limite, un massacre n'est plus un massacre, mais un accident, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Mais enfin, nous reviendrons là-dessus. Alors, les sources, quelles sont-elles? Sans surprise, côté ottoman, c'est le silence de plomb. Il n'y a absolument rien dans la presse. J'en donne pour exemple l'illustration ottomane, le Salvet-e Fünun, le trésor des arts, qui, le 27, donc le lendemain du coup de force contre la banque, publie en première page le portrait d'un certain Djemal Bey, chef de bureau au ministère des Affaires étrangères, dont on vient de regretter le décès. C'est tragique, mais bon. Et en plus, c'est vraiment un sous-fifre je ne veux pas non plus surinterpréter, mais on a presque l'impression qu'ils n'ont pas trouvé quoi mettre, qui ne pose pas de problème et que par conséquent, ils sont... Et la semaine suivante, le 31 août, c'est une date extrêmement importante puisque c'est l'anniversaire de l'accession, de l'avènement d'Abdulhamid en 1976, et c'est un sultan qui aime les anniversaires, il aime ses propres anniversaires, et par conséquent, l'anniversaire de l'avènement est quelque chose qui est célébré comme une fête nationale.
Il n'y a pas de fête nationale, pas de révolution, pas de fête nationale. Par conséquent, l'avènement du sultan est une date qui est tous les 31 août célébrée avec faste, illumination, etc. Et sur la couverture de la presse, ça prend la forme de la représentation de ce que j'appelle le sapin de Noël, les armoiries de l'Empire, avec des poèmes dithyrambiques vantant les mérites d'Abdul Hamid. C'est pareil pour le Ma'lumat, la connaissance, qui est aussi une revue illustrée, dont la couverture et le dos le 31 août sont couvertes d'armoiries de l'Empire et de poèmes glorifiant le sultan. La presse francophone, c'est intéressant, le Stamboul que je vous ai déjà montré en 1995 pour son silence, où l'on voyait qu'il n'y avait qu'un petit communiqué officiel parlant de troubles et de ses fauteurs. Là, c'est très intéressant, vous avez déjà une date étrange du jeudi 27 août au mercredi 2 septembre, ce qui laisse entendre que le journal n'est pas paru pendant les jours de la crise. Du 27, puisque le 27 c'est le lendemain de l'événement, le journal n'est pas sorti, et d'ailleurs à gauche vous voyez bien un petit avis qui vous dit « Après une courte interruption, le Stamboul reprend aujourd'hui sa publication ». Bon, on n'a pas de mal. Malheureusement, nous ne connaissons pas le détail de l'affaire. Est-ce l'administration du Stamboul qui a décidé ainsi? Est-ce le gouvernement qui l'a... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un silence bien documenté. Dans la presse de langue française, le Moniteur oriental vous donne deux textes, le 29, deux textes parus le 28. Et ce sont tous les deux des communiqués officiels. Ils sont intéressants parce que ce sont des textes à gauche, c'est un texte qui est dans le déni le plus total, puisque, bon, ça commence par « Pendant que sous les hauts auspices de Sa Majesté impériale le Sultan, ces sujets de toute catégorie jouissant à tous égards des bienfaits de la justice vaquent partout à leurs affaires, certains gens sans aveu de la communauté arménienne, dans un but d'intérêt personnel et même au préjudice de leur corps religionnaire, se permettent depuis quelque temps de suivre une ligne de conduite aventureuse. » Dans le genre de l'euphémisme, on fait difficilement mieux pour tourner autour du pot. Ces agissements ont lassé aussi la partie honnête de la communauté arménienne qui a demandé la punition sévère des malfaiteurs de ce genre se livrant à des menées coupables. Donc déjà, le désir de séparer le bon arménien du mauvais, de scinder cette population en deux et en fait d'intimider les Arméniens en leur expliquant qu'ils ont intérêt à ne pas se ranger du côté de ces malfaiteurs. Les gens sans aveu, continue le film, coutumiers de ces méfaits, bien que punis à diverses reprises, ne se sont pas amendés. C'est ainsi que mercredi dernier, certains malfaiteurs arméniens sont entrés sous prétexte d'affaires, soit isolément, soit deux à deux, bras dessus, bras dessous, dans le local de la Banque impériale ottomane à Galata, et ont provoqué inopinément une bagarre. Le bâtiment est investi, ils sont chargés de bombes, de dynamite, etc. Une bagarre. Cependant, les autorités, avisées d'avance, avaient organisé des patrouilles de soldats, d'agents de police et de gendarmes qui se sont transportés immédiatement sur les lieux. Des patrouilles ont été également expédiées sur d'autres points. La banque, les perturbateurs qui s'étaient introduits à la banque en ont été expulsés. Toute possibilité d'extension de désordre a été également écartée ailleurs et l'ordre rétabli. Donc c'est vraiment le déni total de la réalité. On est complètement à côté de la réalité, on est persuadé qu'en publiant un communiqué officiel qui, en gros, dit que quelques malfaiteurs ont été raisonnés, on va éviter le pire. À droite, c'est intéressant parce que c'est un texte paru non pas dans la presse francophone, mais dans la presse turcophone. Hier matin, la communication suivante a paru dans les journaux turcs.
Avant-hier, quelques Arméniens insensés, ayant osé commettre des crimes sur différents points de la capitale, subitement et publiquement, le gouvernement impérial a aussitôt pris des mesures énergiques pour sauvegarder l'ordre public. La plupart des coupables ont été châtiés et la confiance publique a été rétablie. Des patrouilles de troupes régulières et de gendarmes ont été organisées dans toutes les parties de la capitale et de la banlieue et ont assuré d'une façon complète la tranquillité. Toutes les classes de la population devront donc s'occuper de leurs affaires, car le gouvernement seul a le droit d'arrêter et de punir les brigands et les criminels, et personne ne peut s'arroger ce droit. Tous ceux, par conséquent, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, qui se permettront d'en faire à leur tête au sujet d'actes qui ne relèvent que du gouvernement, c'est-à-dire que si les hommes d'une classe de la société attaquent et oppriment les hommes appartenant à une autre classe de la société, ils seront aussitôt arrêtés et punis avec les dernières rigueurs de la loi. C'est très intéressant comme texte. Que remarquez-vous? Déjà, le terme arménien n'y apparaît pas. Des gens, insensés, malfaiteurs, etc. Mais surtout, le discours est très différent du discours occidental. Le discours n'est pas un de petite bagarre échauffourée qui a été contrôlée, etc. Non, il y a des événements et on met en garde contre les risques de dérapage. Par conséquent, on sent bien qu'il y a là déjà une reconnaissance tacite de ce que les musulmans de la ville ont pris les armes et sont en train d'agir. Piller, massacrer, on ne sait pas exactement. Mais chacune de ces formules, la manière dont on contourne les classifications de musulmans ou d'arméniens sont quand même très intéressantes. C'est-à-dire, quand on dit chaque classe de la population, c'est une formule qui, en clair, veut dire les musulmans. Quand on dit quelle que soit la nation de ces individus, c'est un message à l'encontre des musulmans. On leur dit, même si, on le sait bien, vous êtes supérieurs, vous êtes dans le droit, vous êtes des victimes, mais ne participez pas au carnage ou au pillage, à ce qui se passe. Donc, il y a une sorte de mise en garde, on essaye de contrôler l'affaire. Alors, la presse occidentale, elle, est beaucoup plus riche. En images déjà, et là vous voyez le Petit Parisien, c'est quand même une feuille qui est réputée justement pour son côté sensationnel, etc. On voit la représentation des corps, des cadavres enlevés dans les rues de Galata. Il y a toujours, vous verrez, les images reprennent des éléments qui constituent des leitmotifs de ces massacres lorsqu'ils sont décrits textuellement, c'est-à-dire cadavres enlevés, charrettes, on parle beaucoup de charrettes, gourdins, je vous ai dit que le gourdin était central dans cette... Donc ce sont des images, des éléments dans ces images qui reviennent sans cesse. Et ici, dans l'Illustrated London News, le 26 septembre, une représentation, donc 26 septembre, un mois après, il n'y a toujours pas d'image, de véritable image, une représentation de la troupe des marins s'attaquant à la population arménienne. Aussi, dans le même hebdomadaire, une représentation d'un événement qui sera souvent repris dans les témoignages, celui de certains officiers et membres de l'élite musulmane qui s'insurgent contre les massacres et qui essayent de réprimer la violence populaire. Tel Deli Fouad Pacha le fou, Deli est un compliment, c'est quelqu'un qui est... Deli Fouad Pacha qui intervient pour essayer de
sauver la population de Scutari, le quartier qui se trouve de l'autre côté du Bosphore et qui sera en grande partie épargné effectivement. Et là, les témoignages disent que c'est grâce à l'intervention de cet officier qui s'est interposé entre les massacreurs qui arrivaient en grande quantité pas de l'autre bord et qui voulaient s'en prendre à la population arménienne de Kadıköy et du Skudal. À nouveau, alors ça, un doux mélange de la Croix-Rouge turque, déjà, bon, imaginez qu'il y ait une Croix-Rouge alors que c'est un croissant rouge, bien sûr, mais le croissant rouge est interdit, en fait, depuis 1878. Ça fait partie de ces organisations que Hamid ne voit pas d'un bon œil. Et d'ailleurs, la représentation qu'on a ici, ce n'est pas une d'infirmiers et d'ambulanciers, mais plutôt, justement, de massacreurs armés de gourdins qui accompagnent ou qui chargent, encore une fois, des charrettes de corps. Mais encore une fois, ce sont des images qui sont sujettes à la fantaisie, l'imagination et l'interprétation des illustrateurs. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on commencera à avoir des photographies, et ces photographies, bien sûr, un mois après ou même plus les événements, ce ne sont pas des instantanés des massacres, mais plutôt des photographies des conséquences. La queue devant les bureaux du consulat britannique, d'Arméniens qui veulent s'exiler, il y a un exode, ils s'enfuient, en quelque sorte prouvant que la politique du sultan, de l'intimidation, de la terreur inspirée aux Arméniens fonctionne, et je n'ai pas besoin de vous rappeler que les années 1894 à 1905 sont caractérisées par une émigration en masse de la population arménienne, notamment en Amérique. Donc vous voyez à quel point il y a un recoupement entre ces flux migratoires et les violences en Anatolie et à Istanbul. Et ici, les femmes arméniennes faisant la queue pour la distribution du pain dans le quartier de Rasköy, qui a été un des plus touchés par les massacres. Donc, malheureusement, ça n'est que dérivé, mais ce sont des images quand même. La presse française est extrêmement ambiguë. Vous vous souviendrez peut-être que, d'ailleurs, l'image que je présente à chaque fois d'Abdulhamid souriant d'un air clignant presque de l'œil, d'un air narquois, et affichant sa plaque de grand officier de la Légion d'honneur, c'est une critique dirigée envers la politique française de Hanoteau, notamment, dans ces années-là, qui est assez sympathique envers Abdulhamid et qui, par conséquent, ne prend jamais les distances qu'elle devrait prendre avec la politique du sultan et ne réagit pas avec la force que l'on attendrait, que l'opinion publique attendrait, contre les actes de violence observés dans l'Empire ottoman. La presse française est donc très ambiguë parce que d'un côté, et ça c'est vrai de toutes les grandes puissances, ils sont choqués de ce que les Arméniens aient choisi d'attaquer la Banque impériale ottomane. Parce que, bon, elle est symboliquement ottomane, mais elle est surtout occidentale. Et que par conséquent, c'est un acte de lèse-majesté, c'est un acte qui risque de déstabiliser ce qui est essentiel pour la survie du système occidental, les finances, le marché financier. S'attaquer à la Banque ottomane, c'est grave. Et cela explique probablement pourquoi le sultan va être obligé, sous la pression des ambassadeurs des grandes puissances, à gracier et à donner un sauf-conduit aux assaillants et les laisser partir en France. Et par conséquent, lorsque vous regardez par exemple le Monde illustré, une grande partie de l'article est vouée à une description de la violence et de l'irrationalité de l'attaque contre la Banque ottomane. Par conséquent, c'est très anti-arménien. Et pourtant, il y a, et je vous en donne quelques passages ici, il y a des éléments
qui refont surface des éléments de violence, de description de violence, qui ne sont même pas français. Là, c'est pris à un journaliste allemand, dit le Monde Illustré, et qui décrivent dans le détail des actes sanglants, des actes extrêmement... Et ça fait un parti du côté gore, allais-je dire, de la presse de l'époque. On aime donner ce genre de détails. C'est vrai quand on parle des conquêtes coloniales, c'est vrai quand on parle des accidents de train, c'est vrai quand on parle des violences conjugales. Vous connaissez la presse du 19e siècle, la presse illustrée, elle est très friande de détails sanguignolants. Donc là, la description du massacre d'un prêtre arménien, et avec des estimations qui commencent déjà. On prétend que jeudi, donc le lendemain de l'attaque, 2000 Arméniens au moins ont été tués, et d'après ce que j'ai vu personnellement, c'est encore ce journaliste allemand qui parle, ce chiffre ne me paraît pas trop élevé. Bon, on est encore dans le vague. Mais voilà quelques exemples de la presse française et de son côté un peu conservateur. Si les Arméniens avaient pris à tâche de donner un démenti à la réputation dont ils ont toujours joui d'être un peuple intelligent, ils n'auraient rien pu imaginer de plus efficace que l'échauffourée aussi ridicule que criminelle qu'ils ont provoquée à Constantinople en envahissant la banque ottomane, etc. Je ne vous lirai pas tout le passage. Cela pour vous dire simplement que la presse occidentale, même si l'opinion publique est déjà très engagée en faveur des Arméniens et qu'il y a une réputation sanguignolante qui colle à la peau d'Abdulhamid, la presse, surtout en France, est beaucoup plus équilibrée. Elle essaie autant que possible de ménager la chèvre et le chou et par conséquent de défendre ce qu'elle considère être les intérêts de la France, les intérêts de la présence française dans l'Empire ottoman. Encore une fois, bon, on estime déjà le nombre des morts arméniens à quelques milliers. C'est très vague, mais on a l'impression de quelque chose qui est effectivement extrêmement violent. D'autres exemples, encore une fois, la tranquillité est rétablie, on veut rassurer le public, puisque le public, c'est aussi les porteurs de la dette publique ottomane, etc. Il faut toujours comprendre qu'il y a là un contexte général qui est beaucoup plus compliqué que la seule communication de l'information. Et l'Empire ottoman, depuis 1881, il a rétabli, ou du moins on l'a obligé à rétablir une forme d'équilibre dans le service de sa dette, et ça c'est extrêmement important, puisque une faillite de l'Empire ottoman, c'est quelque chose qui se traduirait par des remous dans le marché financier, sur le marché financier, et voire même dans la population. Donc on essaye autant que possible de rassurer le public, de rassurer le marché, rassurer les petits porteurs, mais on parle aussi de violence, on parle et on utilise, n'est-ce pas, des clichés qui sont souvent orientalistes, de la barbarie, etc. Bon, plusieurs bombes ont été lancées, pour la plupart. Là, par exemple, on ne connaît pas encore le nombre des Arméniens tués, mais on sait que 450 officiers et soldats turcs ont été tués ou grièvement blessés. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux, nous verrons les chiffres dans un moment, mais ça prouve que le palais est en train de communiquer aussi, est en train de proposer des chiffres, et les chiffres sont en général en faveur des Ottomans, en faveur des musulmans, c'est-à-dire plus de victimes du côté musulman et peu de victimes du côté arménien. C'est en gros toute la logique de la défense ottomane est fondée sur la négation du massacre et en fait l'inversion du massacre en prouvant que les Arméniens s'en sont pris à la population innocente
innocente de la ville de Constantinople et que par conséquent, la population musulmane compte de plus en plus de victimes. En France, évidemment, il y a de fervents défenseurs de la cause arménienne, tel Victor Bérard. Victor Bérard, un écrivain, et d'ailleurs, il s'en prend non seulement à l'Empire ottoman, mais à Gabriel Hanotaux. C'est un de ceux qui attaquent directement le ministre des Affaires étrangères en l'accusant de connivence avec Abdul Hamid. Et la politique du sultan, je l'ai déjà cité, je l'ai déjà paraphrasé pendant ma présentation. La politique du sultan, c'est un pamphlet extrêmement violent qui, en gros, repose sur l'argument que je vous ai décrit d'une politique rationnelle du sultan qui consiste à terroriser les populations non musulmanes. Il s'intéresse aussi à la Crète, puisqu'il y a en tandem, il y a une crise en Crète, la Crète qui veut rompre, sortir de l'Empire et soit devenir indépendante ou alors se rattacher à la Grèce. Victor Bérard est un de ceux qui, en plus, utilise un style extrêmement journalistique et sa présence à Istanbul même pour raconter dans ses menus détails l'horreur du massacre qu'il a lui-même observé dans les rues de Galata. Donc, c'est très fort. Hein. Le massacre est... le début, le massacre est commis sans hâte, aucune maison arménienne ne fut oubliée, sans erreur, aucune maison grecque ne fut attaquée, sans excès, la consigne n'était que pour les hommes et pas une femme ne fut même violée. Donc, la froideur, en quelque sorte, qu'il retransmet, rajoute, en quelque sorte, à la violence des événements et rajoute surtout à la thèse d'un événement qui est de toute pièce fomenté et manigancé par le palais et par conséquent organisé de la manière la plus systématique. Louis Rambert, je vous le donne uniquement comme un autre témoin qui est présent à cette époque-là. Louis Rambert est un Suisse qui fait partie justement de l'organisation de la dette publique ottomane. Lui observe, ou du moins tente d'observer ce qui se passe. Il parle de gourdins d'apparence uniforme. Vous voyez comment chaque mot a son importance, puisque des gourdins d'apparence uniforme, c'est la production, c'est par conséquent la préparation au massacre. J'ai rencontré dans la rue des hommes de police à cheval qui recueillent les gourdins des massacreurs. L'autre bout du massacre, c'est-à-dire on plie les bagages, on récupère les gourdins, la chasse s'arrête. Et par conséquent, c'est la preuve, si l'on veut, de ce qui a précédé n'était pas un simple accident, une simple explosion spontanée, mais véritablement un acte prémédité. Et puis, on essaye de se renseigner sur les morts. Les cimetières, bien sûr, servent à ça. On essaye de voir si les informations que l'on peut glaner auprès des autorités religieuses peuvent donner une idée du nombre de morts. Les 6 cimetières des environs, 4200 à 4500 cadavres. Il est certain que ceux des rives de la Corne d'Or, de Psamatia et autres lieux n'ont pu être transportés dans ces cimetières. On n'en saura jamais le nombre. Les uns les évaluent à 2000, d'autres à 3500. Il n'y a aucune certitude. Mais enfin, tout le monde est en train d'essayer de résoudre ce problème. Le Times, qui est beaucoup plus froid que la presse française, beaucoup plus, c'est quand même le quotidien le plus lu du monde, la référence journalistique, et il est intéressant de voir que le Times commence lui aussi par critiquer l'action du commando arménien. Si les insurgés eux-mêmes étaient des fous désespérés, ils ont dû aussi être l'instrument d'autres individus, la manipulation, qui avaient l'intention de pousser les Turcs à riposter pour ensuite montrer du doigt les excès qui auraient inévitablement été perpétrés contre les chrétiens, etc.
Et par conséquent, ce que l'on voit se dessiner ici, c'est la thèse de la provocation, le fait que ce commando d'extrémistes, il faut savoir que c'est une des choses que l'Europe craint le plus à cette époque-là. N'oublions pas qu'en 1898, il y a ou en 99, un grand congrès de l'anarchisme, sur l'anarchisme, et un congrès sur les mesures à prendre par la police pour limiter l'anarchisme à Rome. Et il faut se souvenir des assassinats. Sissi en 98, Sadi Carnot quelques années avant. C'est une époque d'attentats, de régicides, de complots, de bombes, de machines infernales, etc. Par conséquent, l'opinion publique occidentale est très sensible au côté déstabilisant, au risque révolutionnaire que représente toute action hors la loi. Mais il est vrai aussi que beaucoup de sources confirment que les Arméniens qui avaient lancé cette attaque contre la banque n'étaient pas complètement innocents ou n'étaient pas complètement inconscients du risque que représentait cette action pour le reste de la population. Un rapport que j'ai trouvé dans les archives de la Banque impériale ottomane, d'un certain Gustave Wülfing, directeur adjoint de la banque, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec Armen Garo. Armen Garo, alias Karekin Pastermadjian, c'est le chef de ce commando, et pendant leur entretien, voici ce que Gustave Wülfing dit dans son rapport. Je n'ai pas manqué de porter l'attention de Goréan sur les milliers de victimes innocentes que son exploit amènerait. Ce point le laissa complètement froid, et il me répondit avec grand calme: plus de victimes il y aura, mieux cela vaudra à notre cause. D'ailleurs, un passage du communiqué du comité arménien aux ambassades, qui avait été rédigé la veille et remis aux ambassades ce jour-là à 4 heures, un passage est quand même assez parlant. Nous pleurons d'avance la perte de tous ceux qui, étrangers ou indigènes, seront les victimes fatales à l'alarme générale. Nous les regrettons, mais devant le malheur général, le deuil partiel n'a pas de sens. C'est la logique même des révolutionnaires, des anarchistes, c'est-à-dire que leur action est bien plus noble, bien plus importante que les accidents, les collatéraux qui peuvent survenir du fait de leurs actions. Alors bien sûr, ça c'est quelque chose qui va être utilisé notamment par l'historiographie turque pour prouver que en fait c'était un coup monté, que même les massacres, si jamais il y en a eu, puisqu'on les met toujours en doute, étaient le fait d'une provocation arménienne, et que par conséquent ils ont sacrifié leur propre population à cet objectif qui était celui de ternir l'image de l'Empire ottoman, des Ottomans et du sultan Abdulhamid aux yeux de l'Occident. Mais le Times, au fur et à mesure des jours qui passent, commence à être un peu plus négatif et se pencher un peu plus sur les conditions de la violence telle qu'elle se déroule à Istanbul, parlant de massacre, vraiment, et évoquant donc quelque chose qui devient de plus en plus systématique. C'est là que je vous propose, en conclusion, puisque, comme je vous le disais au départ, mon objectif n'est pas tant de prouver ce qui est une évidence, mais simplement de voir comment les sources ottomanes et turques gèrent ce problème historiographique. Je pense que vous êtes assez familier avec ce que l'on peut appeler de manière générale le négationnisme historiographique turc. Rien n'est arrivé, et avec dans des cas extrêmes, on inverse tout simplement la logique et on dit que c'est en fait la population musulmane qui a été victime des crimes perpétrés par des Arméniens. Mais quand on se penche, et ça a été pour moi un exercice un peu politique, puisque c'est en 2005, lorsque j'ai participé,
j'ai organisé avec d'autres collègues une conférence à Istanbul qui n'invitait que des chercheurs turcs à parler du sort des Arméniens à la fin de l'Empire ottoman. C'était donc un mouvement politique qui voulait libérer en quelque sorte la parole, libérer l'historiographie turque de ses dénis et prendre le taureau par les cornes. Je m'étais attelé à la tâche de prouver, entre guillemets, à l'Assemblée que le massacre de 96 avait bien eu lieu en ne me servant que de la documentation ottomane, puisque le carcan et le bouclier qu'utilise l'historiographie ottomane, c'est toujours, l'historiographie turque, c'est toujours d'accuser les historiens d'utiliser des sources étrangères qui, par définition, sont biaisées, distordues et qui ont déjà maille à partir avec la Turquie. Donc l'exercice, c'était un peu un exercice historiographique, c'était tout simplement de renvoyer à ce public-là l'image d'un massacre documenté par les archives ottomanes. Et pour cela, j'ai utilisé une compilation qui a été réalisée par le chef de la police, le ministre de la police à cette époque-là, qui s'appelle les crimes des Arméniens, etc. Je veux dire, c'est un ouvrage qui a pour but essentiel de condamner les Arméniens et qui ne traite que de la question arménienne dans les années 90, pendant son mandat. Mais je me suis rendu compte qu'en creusant et qu'en lisant entre les lignes, on découvrait assez facilement que cette documentation était faussée et qu'en fait, elle cachait mal une vérité qui finissait toujours par, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, sortir du puits. Et donc ce sont quelques exemples que j'ai tirés de là. D'abord pour vous montrer que le discours, la rhétorique, le vocabulaire qu'utilise ce Nazım Pacha, chef de la police, est quelque chose d'extrêmement biaisé, c'est-à-dire qu'il parle depuis le début de perpétrateurs arméniens, de criminels arméniens, de victimes musulmanes, de martyrs du côté musulman. Donc on ne peut mettre en doute sa ferveur patriotique, son engagement pour la défense de ce qui était la représentation de la situation par l'idéologie hamidienne. Alors ça c'est encore une fois la déclaration que je vous avais présentée dans la presse au début, qui essaye de masquer la vérité. Le patriarcat arménien est obligé, on le sent bien, à produire une déclaration où il souligne sa soumission, sa fidélité, sa loyauté au sultan et le remercie pour la manière dont il a si bien géré cette violence provoquée par des éléments viciés de la communauté, etc. Donc la prise en otage, en quelque sorte, du patriarcat pour servir l'objectif du sultan. Et ensuite, c'est, comme je vous le disais, un peu dans les interlignes, dans certains mots que l'on trouve des petits détails qui révèlent une situation bien plus compliquée et bien plus négative que ne le voudraient faire croire les autorités ottomanes. Là aussi, vous vous souviendrez, toute personne mêlée aux événements, quelle qu'elle soit et de quelque confession qu'elle soit, ça, il suffit de lire ça avec la connaissance de la rhétorique ottomane, de la rhétorique administrative ottomane, pour savoir immédiatement que cela veut dire qu'il y a des musulmans qui sont en train de commettre des crimes. Quand on dit « quel que soit », c'est simplement pour éviter de nommer ceux que l'on veut attaquer. Et par conséquent, ce sont les musulmans. Donc déjà, c'est une forme d'aveu à peine caché
qui concerne les agissements d'individus musulmans. Les individus, quels qu'ils soient, qui attaqueront autrui avec des armes ou des gourdins, et ça c'est d'une beauté, parce que toute la littérature occidentale repose sur ce terme de gourdin. En turc, le terme est sopa, c'est un bâton en fait. Mais on se dit, pourquoi est-ce que les instructions ou la déclaration officielle de la police pourquoi comporterait-elle une mention spécifique de gourdin? Quand vous parlez d'armes, quand vous parlez... Vous pouvez penser à des couteaux, mais pourquoi des gourdins? Pourquoi est-ce que le terme de gourdin revient dans cette déclaration officielle si, en fait, il n'y a pas eu de massacre systématique à coups de gourdin? Il est interdit à quiconque de quelque classe que ce soit de se promener armé ou de porter un gourdin. Encore une fois, c'est la description même du musulman massacreur qui apparaît dans les témoignages occidentaux. Et j'ai trouvé dans l'historiographie bien plus tardive par un certain Hüsamettin Ertürk, quelqu'un qui est né en 1871 et qui a rédigé ses mémoires bien plus tard, un passage que j'ai trouvé sidérant puisque c'est une scène qu'il décrit se déroulant entre le sultan Abdulhamid et les représentants des grandes puissances. Quelques jours après les événements, les ambassadeurs des grandes puissances rendirent visite au sultan Abdulhamid dans son palais, le firent même lever de table, franchement, et l'obligèrent à s'entretenir avec eux. Avec beaucoup de sang-froid, Abdulhamid mena les ambassadeurs dans un salon et leur montrant les piles d'armes et de pistolets saisis des Arméniens, il s'adressa aux interprètes. « Dites à ces messieurs que des Arméniens sujets russes ont attaqué mes sujets musulmans avec ces armes. Nous ne possédons pas dans nos domaines impériaux d'usines capables d'en fabriquer. » Le sultan conduisit ensuite les invités dans une seconde pièce, c'est un peu comme un conte de fées, une seconde pièce, et en leur montrant une pile de gourdins, ajouta « Expliquez-leur aussi que mes sujets se sont défendus avec ces gourdins. Ces gourdins proviennent de nos forêts. » Incapable de trouver quoi que ce soit à dire devant cette explication si logique du sultan Hamid, les ambassadeurs le saluèrent respectueusement et sortirent. Je trouve que c'est vraiment freudien, c'est-à-dire c'est vraiment un aveu indirect, la nécessité de parler de gourdins, parce que tout le monde est conscient que les massacres ont été vraiment commis à coups de gourdins, que les gourdins sont l'arme du crime, que les gourdins ont un rapport avec le palais, avec l'administration. Et le seul moyen que trouve ce Hüsamettin Ertürk, c'est de relater cette histoire invraisemblable d'Abdulhamid donnant à voir les armes des uns et les gourdins des autres pour, encore une fois, représenter la victimisation des musulmans comme contre-preuve des massacres qui sont soi-disant commis par eux. Et d'autres documents... Alors, là, étant donné que tous les Arméniens réfugiés et cachés dans des endroits tels que des bâtiments de commerce et des bains publics ne peuvent tous être des fauteurs de troubles, et que si ceux-ci ne se servent pas d'armes et n'utilisent pas de bombes, cela veut dire que c'est de frayeur qu'ils se sont cachés. Tout en gardant un œil sur eux, on ne sait jamais, il faudra veiller à ce qu'ils ne soient pas attaqués et les autoriser à rester là où ils se trouvent jusqu'à ce que les esprits soient calmés. Encore une fois, ça n'est pas dit clairement, ça n'est pas explicite, mais on comprend immédiatement de quoi il s'agit. Ils sont terrorisés parce qu'il y a un massacre, ils se réfugient dans des édifices publics, dans des bains, etc. Et par conséquent, même ce pacha au service du palais ne peut pas mentir complètement. C'est ça un peu la vérité qui sort du puits. Et par conséquent, il doit en quelque sorte trouver un moyen de rationaliser ce qu'il voit et d'en faire une partie, de l'inclure dans son rapport. Ce que le clou, en quelque sorte, du spectacle, c'est ce document qui fait aussi partie du raisonnement de Nazım Pacha, où
au bout de quelques jours, le problème est de décompter les victimes, puisque, après tout, c'est le chef de la police, il doit rendre des comptes, il doit faire un rapport. Et par conséquent, il envoie à droite et à gauche des messages demandant à ce que l'on l'informe du nombre des victimes. Et à chaque fois qu'on demande des victimes, de quelque classe que ce soit, etc., pour ouvrir la possibilité, pour engager le répondant à inclure, bien sûr, les musulmans s'il y en a. Et là, c'est une pièce d'anthologie que j'ai trouvée, puisqu'il dit « Les corps des musulmans tués par les bombes des Arméniens ayant été immédiatement lavés et enterrés par les imams de quartier, et les blessés s'étant soignés chez eux selon leurs coutumes nationales, il a été impossible d'en déterminer le nombre. Toutefois, au vu des observateurs et sachant que les bombes ont généralement atteint la population, il semble que leur nombre ait été important. Quant aux Arméniens, les morts et les blessés ayant été trouvés dans des endroits différents, la plupart ayant été victimes de leurs propres bombes, et la majorité des morts ayant déjà été enterrés, leur nombre exact est inconnu et les efforts déployés actuellement pour calmer l'émotion des plus démunis ne permettent pas d'y consacrer le temps nécessaire. C'est extraordinaire. D'abord, de l'ethnographie. Les musulmans enterrent leurs morts tout de suite. C'est vrai, en plus. C'est vrai qu'une inhumation, la sépulture, dans la tradition musulmane, en tout cas ottomane, et surtout ottomane, et je crois qu'il y a un rapport, me disait Nuket Varle, qui a travaillé sur la peste, il y a un rapport avec la peste, et par conséquent la contamination des corps. Peu importe. Mais c'est un fait. Mais quand on voit le pacha de la police invoquer un élément ethnographique, un peu comme le ferait un anthropologue occidental, quand il ajoute que le fait de penser les plaies des blessés à la maison fait partie de leur coutume nationale, c'est un discours pseudo-scientifique qui reprend le format, la rhétorique de l'anthropologie, de l'ethnographie occidentale. Et tout ça pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est confronté à une situation où il voit qu'il y a peu de morts musulmans et surtout des morts arméniens. Et par conséquent, il veut taire, il préfère ne pas avoir à parler des morts musulmans, et il évoque bien sûr le fait que, ils ont tous été immédiatement... mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup, en gros. Voilà ce qu'il dit. Et pour les Arméniens, bien sûr, la cerise sur le gâteau, ils sont pour la plupart morts des bombes qu'ils ont jetées. Hein, la théorie de l'anarchiste extrêmement maladroit, disons, qui n'arrive pas à viser, et qui, bien sûr, jure avec l'argument de base de l'administration ottomane, puisqu'on ne cesse de parler de bombes jetées sur la population musulmane. Alors franchement, on jette des bombes sur la population musulmane et ce sont les Arméniens qui meurent, ça ne tient pas debout. Mais, encore une fois, je pense que c'est un exemple fascinant de la manière dont un bureaucrate qui, malgré toutes ces tendances politiques, idéologiques, religieuses, etc., n'arrive pas complètement à mentir. Il n'arrive pas à complètement nier les faits et par conséquent, il essaye de les masquer, de les adapter et en ce faisant, il fournit à l'historien la possibilité de découvrir la manière de découvrir le mensonge. Là, encore une fois, comme nous ne disposons pas du temps nécessaire pour suivre l'examen des décès parmi les musulmans en raison du fait que les corps sont immédiatement enlevés par leurs parents et proches afin d'accélérer leur transport et leur inhumation selon les préceptes de l'islam, c'est presque comme s'il parlait d'une religion extérieure à la sienne. C'est un observateur neutre, entre guillemets, des pratiques funéraires islamiques qui constate qu'on les enterre tout de suite, du coup, on n'arrive plus à les compter. Et en plus,
ils ont trouvé un autre truc, là, on comprend bien qu'ils sont en train de s'efforcer de trouver des arguments qui vont dans le sens d'un plus grand nombre de musulmans morts. Mais si l'on considère que bien des musulmans sans emploi, résidant dans des han, des bâtiments publics, des espèces d'hôtelleries, si vous voulez, manquent aussi à l'appel, il est évident que le nombre des pertes parmi les musulmans doit lui aussi être élevé. Toutefois, bien que l'enquête à ce sujet se poursuive encore, le nombre des martyrs musulmans, c'est la première fois que le terme martyr, shahid, apparaît, ce qui veut bien dire qu'il y a tout d'un coup un revirement idéologique. Jusque-là, on essayait de garder la tête froide et de parler de victimes de part et d'autre. Là, on ne peut plus se retenir et on parle d'une situation binaire, les chrétiens, les musulmans, les criminels, les victimes, les shahids, les martyrs. Donc, c'est un fait indéniable que la plupart des Arméniens ont été tués ou blessés par les bombes lancées ou les coups de revolver tirés au hasard dans toutes les directions par les rebelles retranchés dans des maisons, etc. Bon, je vous passe tout ceci, je vais simplement vous donner les chiffres qui finissent par émerger dans la documentation ottomane. Les voici. Alors, les chiffres proviennent de 3 districts, Scutari, Üsküdar, en face, c'est la partie de la ville qui a été épargnée, si vous vous souvenez, grâce à l'intervention, dit-on, de Deli Fouad Pacha. Beşiktaş et le Bosphore, c'est la partie un peu noble de la ville, en haut, au nord de la partie de Galata et Pera, là où se trouve le palais, etc., là où se trouve le palais du sultan. Stamboul, c'est la ville intramuros, c'est la vieille ville, comme on commence à l'appeler au XIXe siècle. Pera et la Corne d'Or, c'est la partie occidentale, mais aussi la Corne d'Or, c'est la partie très démotique, très populaire occidentale, les quartiers de Haskeuil, etc., où beaucoup de massacres se sont apparemment déroulés. Et vous voyez les chiffres, 624, 362, 22, 7, donc un total de 1015 Arméniens contre 116 blessés. Côté musulman, malgré tous les efforts de la police, on n'en trouve que 30 et 72 blessés. Alors là, il ne faut pas être démographe, on n'a pas besoin d'être démographe, on n'a pas besoin d'être démographe historique pour voir qu'il y a dans ces chiffres quelque chose de surprenant, d'anormal. C'est notamment la relation entre le nombre des tués et le nombre des blessés. Si vous parlez, parce que c'est l'argument de la police, si vous parlez d'un conflit entre deux communautés, un conflit normal, même s'il est sanglant, vous avez quand même une majorité de blessés et une minorité de tués. Quand vous avez une majorité écrasante, 10 fois pratiquement, de tués, les blessés, c'est plus des blessés, c'est des rescapés. Vous comprenez, c'est vraiment quelque chose qui crie au massacre, c'est l'évidence même. Alors bien sûr, je ne parle même pas de la disproportion entre les chiffres musulmans et les chiffres arméniens et musulmans. 30 morts, et parmi ces 30 morts, il y a bien sûr la police, les gardiens de la Banque ottomane, etc. Et 72 blessés, c'est une mortalité entre guillemets normale, si on peut l'appeler normale. Mais surtout, quand on la compare à celle des Arméniens, on sent bien que s'il y a victime, c'est bien ici que ça se situe, c'est un conflit inégal. Inégal à tout point de vue, inégal entre les deux communautés parce que l'une s'en réchappe bien, tandis que l'autre
enregistre des pertes sérieuses, mais inégales aussi parce que la mortalité est excessivement élevée. Ce qui est le propre d'un massacre, d'un pogrom. C'est quelque chose qui arrive, non pas quand vous avez des conditions normales qui opposent deux camps, mais quand vous avez un camp qui utilise des moyens supérieurs systématiques pour éliminer l'autre. Et par conséquent, je pense que ne serait-ce que ce tableau, et encore une fois, les chiffres proviennent directement des archives de la police, ne serait-ce que ce tableau suffit à prouver que 1896 était un massacre. Alors bien sûr, vous me direz que le Times avait des chiffres à la hausse, des centaines, le 28 août, plus de 1000, 2000, 3000, jusqu'à 6000. Louis Rambert parle de 8000. Encore une fois, je pense qu'on ne le saura jamais. Moi, comme historien, et comme historien turc, comme historien travaillant sur une documentation turque et voulant prouver aux yeux d'un public qui ne veut pas entendre, voulant prouver que même à partir d'une documentation conservatrice, biaisée, partisane, on arrive à prouver qu'il y a eu, en 1896, un massacre. 1015, ça me suffit. 1015, ça me suffit. Je pense, comme vous, j'imagine, qu'il faut probablement multiplier ce chiffre par 2, par 3, par 4, je ne sais pas. L'essentiel, pour moi, est d'avoir examiné tous les tenants du problème, presque mathématique, et d'avoir convaincu mon public, j'espère que je l'ai fait, de ce que les chiffres et cette rhétorique un peu tordue, ces choses non dites entre les lignes, suffisent à faire comprendre dans quel état d'esprit, dans quelles conditions et sous quelle méthode les événements de 1886, encore une fois j'utilise l'euphémisme de l'historiographie turque, le massacre, le pogrom de 1896 s'est déroulé. C'est un exercice qui pourrait se multiplier avec plus de difficultés. J'ai de la facilité parce qu'il s'agit d'Istanbul et parce qu'il se trouve que le chef de la police a tenu un registre de toute sa correspondance et de toutes ces informations pendant les événements. C'est plus difficile quand il s'agit d'essayer de faire la même chose à Erzurum ou à Diyarbakir. On a moins de sources, les sources sont moins systématiques. Et la disparité entre la rhétorique dramatique, tragique occidentale, l'engagement politique pour la cause arménienne d'un côté, et de l'autre côté, le refus, l'obstination ottomane puis turque à refuser, à rejeter ces accusations est tellement forte qu'il est difficile de naviguer ce genre de situation. C'est donc un problème historiographique qui est vicié par la politique, par l'idéologie. Et c'est difficile pour un historien de ne pas être sensible à des questions qui sont moralement extrêmement importantes, mais s'en tenir aussi à un exercice, à un travail qui reste un travail d'historien, où la manière dont on utilise les sources, dont on analyse les sources, ne sera pas viciée, ne sera pas distordue, ne sera pas ombragée par des croyances idéologiques, des engagements politiques, des attachements idéologiques, moraux. Voilà, c'était mon étude de cas pour aujourd'hui. Selon ce qui semble être ma nouvelle tradition, j'ai encore dépassé de plus de 10 minutes mon truc, mais enfin, ne vous inquiétez pas, c'est ma dernière année, donc vous ne risquez pas grand-chose. Et je...
je vous attends donc de pied ferme ce vendredi pour parler de fiction et d'histoire avec Orhan Pamuk. Bonne journée, merci.